Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parentalité engagée. Moi c'est Maëva, je suis maman solo d'un jeune enfant et j'itère avec vous sur mes questionnements liés à une parentalité à la fois féministe et enfantiste. Et puis des formations professionnelles obligent puisque je suis avocate de formation, mes réflexions seront agrémentées d'une petite pincée de droit. Cet épisode est la version audio de ma newsletter Parentalité engagée disponible sur Substack, à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir dans votre boîte une nouvelle édition tous les dimanches matins. Je vous souhaite une belle écoute. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir cette série, La fabuleuse Mrs. Maisel, qui est une série qui se passe dans les années 50, que je trouve assez géniale. Bon, je ne l'ai pas regardée encore jusqu'à la fin, mais en tout cas, elle vaut le détour à mon sens. Je vous en parle parce que son premier épisode est aussi délicieux que révélateur de l'injonction à la beauté qui pèse sur les femmes. Dans son premier épisode, on y voit l'héroïne qui est Miriam Maisel qui se couche auprès de son mari le soir. Elle a son maquillage impeccable et sa parfaite mise en pli. Alors à ce moment-là, ils s'embrassent à la volée, ils éteignent la lumière. Lui, il se tourne et ferme les yeux et elle regarde le plafond et elle attend. On se demande quoi et en fait, on s'aperçoit rapidement que sa journée n'est pas finie. Et au premier ronflement de son mari qui retentit, elle s'extrait rapidement de son lit. Et elle démarre alors sa routine du soir. Retrait méthodique des fossiles, démaquillage, masque sur le visage, bigoudi hissé sur la tête, puis elle retourne se coucher, l'air satisfait du devoir beauté accompli. Le lendemain, c'est reparti. Myriam sursaute à la vue du premier rayon de soleil et plutôt que de le savourer, elle s'assure que son mari est toujours bien endormi, fonce vers la salle de bain pour enfiler ses apparats et retourne au lit, mine de rien. Puis son mari se réveille tranquillement auprès d'une femme au teint éclatant et à l'haleine fraîche dès le matin. Chaque jour, depuis son mariage, Myriam vérifie aussi toutes ses mensurations et elle s'assure de ne pas prendre le moindre millimètre, même pendant ses grossesses. En fait, sans le savoir, Myriam supporte une charge invisible qui l'oblige à être parfaite du réveil au coucher et du coucher au réveil et indépendamment de son état, notamment de grossesse. Ce rituel, elle le tient de sa mère et sans doute qu'elle le transmettra aussi à sa fille comme un secret de beauté. Sa petite fille d'ailleurs, qui a tout juste 6 mois, est déjà critiquée par sa grand-mère qui s'inquiète pour son front proéminent et son nez qui s'allonge chaque jour un peu plus. Vous apprécierez. Alors petite question, est-ce que les choses ont changé depuis les années 50 ? Bon, c'est volontairement provocateur, mais vous savez qu'à cette époque, la désirabilité des femmes était quasiment perçue comme un actif qui permettrait de faire un bon mariage. Aujourd'hui encore, et en dépit des évolutions sociétales qui ont eu lieu depuis les années 50 et dont on peut se réjouir, l'injonction des femmes à la beauté est toujours bien présente. Se maquiller pour être féminine est d'ailleurs considéré comme une norme sociale. Je vais vous citer à plusieurs reprises une thèse que j'ai lue, alors pas dans son intégralité parce qu'elle était assez longue, mais en diagonale, et il y a des extraits qui m'ont paru super bien pour illustrer mon propos. Et notamment celui-ci, selon lequel tout le monde s'accorde pour dire qu'une femme maquillée est féminine et qu'une femme identifiée comme non féminine se maquille peu, voire pas du tout. Je reprends. Tout le monde s'accorde pour dire qu'une femme maquillée est féminine et qu'une femme identifiée comme non féminine se maquille peu, voire pas du tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, cette notion de maquillage, le maquillage, c'est une norme sociale, c'est-à-dire une norme apprise, ce qui signifie que les jeunes filles absorbent ces normes parce qu'elles voient se pratiquer au sein de leur famille, dans les magazines, les tutos YouTube, TikTok, et qu'elles les perçoivent comme ce qui doit être fait pour être socialement accepté. Ces normes, elles sont apprises et intégrées depuis le plus jeune âge. Et donc dans la thèse que j'évoquais un petit peu plus tôt, il y a une étude qui vise notamment à étudier l'effet de l'expertise du maquillage, donc lorsque c'est réalisé par un professionnel versus par soi-même, sur la perception de la féminité et sur le jugement social à l'égard des femmes. Et à cette occasion-là, l'autrice précise que toutes les femmes donc attestent avoir commencé à se maquiller aux alentours de 15 ou 16 ans et qu'à cette époque, elles n'avaient pas encore de rituel.
La thèse que je vous citais, elle a été rédigée, enfin en tout cas bouclée en 2019, donc on peut présumer que les datas qu'elle énonce sont un peu plus anciennes. Et il semble que depuis cette époque, l'âge auquel les jeunes filles se maquillent est bien plus précoce. Ça n'a pas échappé aux marques, puisque les stratégies marketing des marques de beauté renforcent l'intérêt des jeunes filles pour le maquillage. Si vous avez récemment arpenté les rayons des magasins de beauté, vous y avez sans doute vu se développer toute une panoplie de cosmétiques pour enfants, paillettes, arc-en-ciel, licornes et du rose à gogo, tout y est. C'est un marché juteux avec une croissance planifiée de 6,7% chaque année d'ici 2030. Donc les chiffres sont énormes. Et aussi, donc, on s'aperçoit finalement à travers ce marketing que les filles sont incitées dès le plus jeune âge à prendre soin d'elles en focalisant donc cette notion de soin sur l'apparence physique. Donc en plus de renforcer un certain nombre de stéréotypes de genre, j'en parlais, les licornes, les paillettes, le rose pour les filles, le marketing qui cible les filles donc les incite à démarrer dès le plus jeune âge des routines beauté dont les effets sur la peau pourraient être néfastes. La traîne des Sephora Kids n'a pas échappé aux autorités de la concurrence italienne. En Italie, l'autorité de concurrence est saisie de ce sujet et a récemment, puisque c'était à la fin du mois de mars 2026, perquisitionné donc les locaux de LVMH, donc les marques Benefit et Sephora, pour avoir promu, donc je cite, l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents, dont des crèmes anti-âge. Donc les marques auraient par ailleurs eu recours à de très jeunes micro-influenceuses pour cibler un public de plus en plus jeune, ce qui aurait, selon l'autorité italienne, favorisé des achats compulsifs de masques pour le visage, de sérums et de crèmes anti-âge, avec de potentiels effets néfastes sur leur santé. Ces influenceuses en herbe recevraient des tas de produits gratuits de la part des marques, donc c'est une forme de, d'influence un peu insidieuse, puisque c'est pas visible, ce sont des produits offerts à titre gratuit et ça leur permettrait donc à ces jeunes enfants, finalement, puisque ce sont des enfants, de faire la promotion déguisée sur des réseaux sociaux comme TikTok. Si cette stratégie marketing est sans doute redoutable d'efficacité puisqu'elle permettra facilement aux jeunes filles de s'identifier aux influenceuses, on peut légitimement s'interroger sur l'éthique des marques qui choisissent d'utiliser des micro-influenceuses de moins de 10-12 ans parfois pour cibler de jeunes enfants. Le recours de plus en plus jeune aux cosmétiques a des effets délétères à plusieurs niveaux, d'abord sur la peau. Les produits commercialisés en magasin, tels que les crèmes anti-âge par exemple, ne sont pas testés sur des peaux d'enfants. Ce sont des peaux fragiles qui n'ont pas besoin de routine beauté et de crème anti-âge. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des dermatologues et qui précisent que le maquillage devrait rester exceptionnel jusqu'à la fin de la puberté. En cas de problème de peau pour les enfants et les adolescentes, plutôt que de se tourner donc vers des cosmétiques de supermarché ou en tout cas qui sont mainstream, qu'on peut retrouver chez Sephora ou leurs concurrents, il vaut mieux en fait orienter les enfants vers un dermatologue qui sera plus qualifié et qui leur proposera un traitement cutané qui sera adapté à leur type de peau et surtout à leur âge. Ensuite, ces effets délétères, on peut les mesurer éventuellement sur la confiance que peuvent avoir les jeunes filles en elles-mêmes. Déjà, on trouve qu'en tant qu'adulte, lorsqu'on est une femme surtout, on a beaucoup de pression autour de l'apparence physique, on a des injonctions à la beauté, à la minceur, etc. Et cette pression, elle peut être assez difficile à supporter pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'adultes, donc qui souffrent de ne pas être conformes à une norme, à des standards de beauté. Alors on peut imaginer assez facilement les effets que ça pourrait avoir sur ces enfants, tout ce marketing autour du maquillage, l'obligation qu'on pourrait ressentir dès le plus jeune âge à devoir se maquiller, etc. Donc on peut se questionner comment on pourrait faire pour lutter contre la puissance donc d'une norme, celle du maquillage, qui est aussi ancienne et qui est renforcée par ailleurs par un marketing bien rodé. Je l'évoquais un peu plus tôt, les routines beauté, maquillage sont considérées comme une norme sociale. Et sortir de cette norme, c'est potentiellement s'exposer à un rejet, notamment de ses pairs, ce qui est particulièrement difficile et inconfortable au moment de l'adolescence.
Et le discours peut être d'autant plus difficile à tenir lorsque nous-mêmes, nous nous maquillons pour rentrer dans ces normes. Donc il y a quelque chose de presque culpabilisant à se dire que cette déconstruction reposerait à titre individuel sur nos épaules. Et c'est tellement structurel que sans le travail d'autorité comme celui que fait les autorités italiennes, il serait sans doute assez difficile de modifier des comportements en profondeur. Mais en attendant, on peut quand même se poser la question de comment nous pouvons agir à notre niveau. Et à ce sujet-là, je vous propose quelques pistes issues de ma réflexion personnelle. C'est peut-être d'abord en parler à nos filles. C'est l'occasion de discuter donc avec celles-ci de ces concepts de beauté et de soins et d'interroger leur perception et peut-être d'en ouvrir de nouvelles. On peut se poser ou leur poser plutôt ce type de questions. Qu'est-ce que selon toi la beauté ? Est-ce que selon toi, à ton avis, est-ce qu'il faut se maquiller pour être belle ? Est-ce qu'il faut se maquiller pour être une femme, pour être féminine ? Et aux yeux de qui ? Est-ce que prendre soin de soi, ça se limite à prendre soin de son apparence physique ? Et quelles seraient les autres façons, selon toi, petite fille, donc, de prendre soin de toi ? Donc ici, plutôt que d'être dans une démarche d'interdiction, ce serait plutôt que d'inviter à la réflexion et de questionner, d'adoucir le regard que ces jeunes filles portent sur elles-mêmes et sur les autres femmes aussi. Autre piste de réflexion, ce serait peut-être aussi d'éviter de s'inscrire dans ce stéréotype de genre. C'est-à-dire, par exemple, on décide de se faire une balade mère-fille. Pourquoi ne pas proposer une balade en nature ou à vélo, une visite au musée ou aller au cinéma plutôt que d'aller faire une traditionnelle virée de shopping ? On peut se questionner en ce sens. Qu'aurait fait la jeune fille avec un papa ? C'est peut-être aussi réfléchir. Je vous dis ça parce qu'en général, les virées shopping, le papa, il y pense pas trop. Hein. C'est pas vers ce type d'activité qu'il va s'orienter. Donc c'est peut-être une façon intéressante d'adopter une perspective différente. C'est aussi peut-être de réfléchir à nos conditionnements lorsqu'on fait un cadeau à une fille. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on se fait souvent cette réflexion, c'est facile hein, de faire un cadeau à une fille, du maquillage, parfum, bijoux, vêtements, ça lui fera forcément plaisir. Mais quand on y réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que ce sont tous des présents qui sont connectés à l'apparence physique. On ne fait pas ce raccourci-là pour les garçons, on ira plus facilement vers du jeu ou vers des livres, des jeux vidéo, etc. Et c'est-à-dire vers du plaisir pur. Il n'y a pas du tout de connexion à l'apparence physique là-dessus. Hein. Donc, libérer peut-être les jeunes filles de ces injonctions à la beauté qu'on impose peut-être aussi nous par nos comportements, c'est peut-être aussi leur donner accès à ce même plaisir pur, entre guillemets, d'effet de toute norme auxquels peuvent avoir accès plus facilement les garçons. Et en parlant d'eux, pourquoi ne pas parler de tous ces sujets à nos garçons ? Ils ont l'air bien éloignés de tout ça, là, on n'en a pas du tout parlé pendant tout cet épisode, pendant tout le long de la newsletter, sauf peut-être une seule fois ou deux en creux. Mais ils semblent assez éloignés, c'est pas la target hein, du marketing cosmétique. Et ils jouent un rôle, mais ils jouent un rôle aussi qui est très important dans la construction des normes autour de la beauté perçue des femmes. Déjà, il y a le regard que les hommes portent sur les femmes et il y a le regard que les femmes pensent que les hommes portent sur elles si elles adoptent tel ou tel comportement. Bon, j'espère que vous me suivez toujours. Je reboucle avec ce premier épisode de la fabuleuse Mrs. Maisel dans lequel on voit bien la dynamique. Myriam, elle fait tout pour rendre invisible aux yeux de son mari sa routine beauté. Elle veut avoir l'apparence du naturel. Tout ce qu'elle fait, elle le fait une fois que son mari va se coucher et avant qu'il ne se réveille. Donc voilà, c'est l'apparence du naturel. Et elle le lui cache sans doute parce qu'elle pense que s'il la voyait avec des bigoudis sur la tête, elle deviendrait moins désirable à ses yeux. Et en parallèle, lui, il ne se rend absolument pas compte du tout de tous les efforts qu'elle entreprend pour être et rester belle pour lui et du temps qu'elle y consacre. Et ça, c'est pas que de la fiction. Hein. Je rejoins une nouvelle fois, là, je vais reciter la thèse dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle traduit très précisément, en fait, dans les extraits de thèse, ce que je citais plus haut. Elle nous dit « Lorsque le mariage est discret, les hommes supposent que les femmes sont naturellement comme cela. Ce qui implique également qu'ils jugent le maquillage très visible comme superficiel, outrancier, voire comme une supercherie dans les rapports de séduction. »
C'est quand même assez fort, hein, les termes qui sont employés. Et ça montre à quel point le regard des hommes est au moins aussi important que celui des femmes pour ce sujet-là. Et elle nous dit encore, une femme qui se maquille sait qu'un maquillage dit naturel prend un certain temps à réaliser, alors que les hommes peuvent estimer que c'est rapide, voire que la femme n'est pas du tout maquillée et que ce visage est à l'état naturel. Voilà, donc là c'est on voit bien la dynamique ici et la distance en fait qu'ont les hommes avec ce sujet du naturel, et il y a une forme aussi d'hypocrisie, hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'est ce que je vous dis après, c'est que dans une société hétéronormée, en fait on ne peut pas ignorer qu'il y a tout le sujet de la désirabilité des femmes en creux par les hommes qui est en jeu en filigrane, avec une forme donc d'hypocrisie, je vous le disais, latente sur le naturel attendu des femmes. Alors pourquoi on n'éduquerait pas nos garçons à regarder les filles différemment aussi et à avoir des attentes différentes? On pourrait leur faire, dès le plus jeune âge d'ailleurs, hein, passer un certain nombre de messages. Par exemple, bon, j'en citais quelques-uns, et ça c'est accessible à tous enfants, même les plus petits, hein, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, ils commencent déjà, les enfants, à bien comprendre ce qu'est un visage en gros de filles, de garçons. Ils arrivent à distinguer entre les genres. Et parfois, on le voit, hein, ils sont un peu confus quand ils voient qu'il y a une femme avec des cheveux courts ou un monsieur avec des cheveux longs, etc. On voit bien que parfois la dame est appelée monsieur et le monsieur est appelé une dame. Enfin bon, bref. C'est pour ça donc que j'évoquais ça. Et je vous disais donc, dire à ses enfants qu'on peut être une femme et avoir des cheveux courts et ne pas être maquillée. On peut leur dire aussi que la quantité de maquillage que décide de porter une femme n'a pas d'impact sur ses qualités et ses compétences. Parce que ça, bon, j'en parlerai peut-être à une autre occasion, parce que ça aurait prolongé vraiment beaucoup trop l'épisode, et le contenu de la newsletter. Mais il y a énormément d'impact en fait, hein, sur la compétence perçue des femmes versus la quantité de maquillage qu'elle va porter. Et l'absence de maquillage, en fait, en tout cas, les hommes percevraient que les femmes moins maquillées seraient moins compétentes, ou pas maquillées du tout, en tout cas. Voilà. Mais trop maquillée, ça la rend moins compétente aussi. Voilà. Donc, il y a un équilibre, en fait, un peu spécifique là, qui est difficile à trouver, hein, pour que la perception soit juste. Donc, on se rend compte à quel point le maquillage a une influence sur la perception qu'ont les autres de nous. Autre point, donc je m'égare un peu, désolée, je reboucle. Autre message qu'on pourrait faire passer dès le plus jeune âge aux enfants, ce serait peut-être de leur dire que les femmes sont libres, hein, de choisir de porter ou non du maquillage et qu'elles ne doivent pas être jugées pour ça. Et que ces femmes, elles méritent le même niveau d'attention et de care indépendamment de la beauté perçue. Voilà, donc ça c'est quelques graines qu'on peut semer collectivement, ça ne coûte pas grand chose et je pense que ça permet d'essayer de changer un petit peu les regards, souvent durs, qui sont portés sur les femmes, que ce soit par elles-mêmes, par les autres femmes et aussi par les hommes. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager cet épisode et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!